Bon, je vais l'appeler. Allô, Dudu? Allô? Gilda? Ah, comment vas-tu? Mais oui, ça va, oui, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es où? Je t'attends, moi, pour présenter le journal. Ah, mais là, je crois que t'as pas bien compris, là. Pour nous, la présentation, c'est fini, là, hein. Et d'ailleurs, ben là, je suis en Amérique du Sud. En Amérique du Sud? Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Justement, un reportage pour Shibero Televista. Ben ouais, je dois assurer un reportage pour la rubrique Le Gros Trotteur sous le teint, ouais. Ah bon? Et alors, je fais quoi, moi, là? Ah ben je sais pas, écoute, peut-être que tu pourrais faire Miss Météo. Miss Météo? Miss Météo? Je vais t'en foutre, moi, de la Miss Météo, mais je le crois pas. Non, mais tu vas voir, toi. Afin de ne pas heurter la sensibilité de nos jeunes téléspectateurs sous le teint, nous avons préféré couper le son de cette scène. Bonjour Maïtena. Egun hon Loïc. Angijin Oroer, Shibeo Telebistako, Laugueren édition Entako. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur le web, alors continuez. Et n'oubliez pas que cette télé est aussi la vôtre, alors n'hésitez pas à venir nous proposer des reportages et pourquoi pas venir présenter le journal. Maïtena, parlons un peu du sommaire de ce mois-ci. Nous allons d'abord nous rendre dans une entreprise bien charpentée avant d'aller sonner les cloches sur la route de la transhumance. L'été, c'est aussi la période des pastorales dont nous parcourons les codes et les origines. Enfin, avant de se quitter, nous irons faire un petit voyage dans l'océan Indien en compagnie de deux sous-le-teint bien singuliers. Il me tarde de voir tout ça. Tardons plus, allons-y. Pour notre premier sujet, nous nous sommes rendus dans une entreprise aux structures solides, véritable fer de lance de l'industrie souletine. Mais pourquoi parles-tu en appuyant sur des mots comme ça? C'est pour essayer de te faire deviner l'entreprise où nous nous sommes rendus. Bon, puisque tu trouves pas, envoyez le reportage. Basée à Moléon, la Scope Alcar nous a ouvert ses portes pour nous faire découvrir leur travail. C'était l'idée de créer une scope à germer surtout d'Henri Ascone. Et on s'est retrouvés plusieurs fois pour quelques réunions et on a démarré à 5. Bon, c'était tout nouveau les scopes, c'était pas très connu à l'époque. Bon, c'est vrai qu'on a été un peu critiqué peut-être, mais bon, on a démarré à 5 de chez Nicolo. On a commencé dans un petit bâtiment qui appartenait à Jean Casobon, qu'on louait. Ensuite, quelques années plus tard, on a bâti Alcar ici. Et voilà, petit à petit, ça s'est développé. Et après est arrivé Philippe qui lui a fait développer tout Alcar. Et on est là actuellement, quoi, voilà. C'est sûr que le travail a changé. Nous, on a démarré, on traçait tout par terre. À la craie, c'était des escaliers, on les faisait tout sur place. Maintenant, tout est programmé, tout a changé, quoi. C'est vrai que maintenant, moi je vais laisser la place aux jeunes et moi je vais partir à la retraite dans quelques mois. Voilà. Alors on a un atelier qui est tout en longueur dans le sens de notre production. On produit des pièces longues, donc on le fait dans le sens de la longueur. Alors on commence par un grenaillage en tête pour nettoyer les pièces, un débit sur les machines de débit, qui correspond aux pièces profilées. Alors on a effectivement une cabine de peinture où on a une aspiration par le sol, cabine de peinture qu'on a conçue avec la CARSAT et à la demande de la CARSAT aussi, dans toutes les normes. On est une des rares entreprises dans le sud de la France à proposer ce genre d'outils. Donc on a une aspiration par le sol, on a des protections des opérateurs par des masques, et utilisation de peinture sans solvant. Alors pour ce qui est des soudeurs, on a le projet, dans un avenir assez proche d'ailleurs, c'est dans les 6 mois, de leur donner un écran vidéo dans lequel on leur enverra les plans, ne plus avoir de support papier, ils auront tout sur un écran dans lequel ils pourront faire tourner la pièce, redimensionner les pièces
projeter éventuellement sur le mur pour avoir des détails plus importants. Tout ça pour rendre ces métiers un peu plus attractifs. On a un petit peu de mal à trouver des gens et des jeunes qui veulent s'intéresser à ce métier-là. Plus participatif aussi, puisque ça nous permet aussi de leur dire, vous fabriquez le poteau de telle charpente, de pouvoir le situer dans un grand ensemble, sachant qu'ils n'ont pas toujours l'impression de faire une pièce de charpente. Ils font simplement une pièce, un poteau. Chez Alcar, donc à Mauléon, sur le site de Mauléon, on est 75. Voilà. Et ensuite, donc, avec nos différentes filiales, ça fait à peu près 25 personnes de plus. Donc on est aujourd'hui une petite centaine en CDI, bien évidemment. Ensuite, si l'on rajoute là-dessus les quelques CDD, mais on en a très très peu, et les intérimaires, donc on doit plutôt arriver en moyenne à environ 115 personnes. Voilà. La Soule est un super pays et on y est vraiment... J'ai bien dit pays, je n'ai pas dit une région, c'est un pays, c'est un superbe pays où on y est très bien et où il y fait bon vivre, mais où effectivement on est quand même malgré tout pas mal excentré par rapport à ce que l'on peut avoir comme activité économique sur d'autres régions. Donc prenant conscience de cette difficulté-là, il a fallu aller chercher des parts de marché là où elles se trouvaient. Et pour être compétitif sur certains marchés, il faut tout simplement avoir un certain volume qui nous permet de financer nos investissements et bien évidemment après de les rentabiliser. Première étape importante, création du bureau d'études. Ensuite, donc, investissement sur des machines importantes avec une liaison directe au niveau du bureau d'études, mise en place d'un outil de modélisation en 3D. On parle beaucoup maintenant de modélisation de maquettes 3D, ça fait 18 ans que chez nous on travaille de cette façon-là. Ça fait 18 ans que les machines sont toutes reliées au bureau d'études et directement pilotées depuis le bureau d'études. Donc on est passé dans un premier temps effectivement de cette dizaine à 75 sur Mauléon et ensuite on a continué notre croissance en créant des filiales. La première a été Alcar Garonne à Toulouse donc en 2011, la seconde Alcar Atlantique en 2012 donc à Bordeaux, ensuite en 2013 donc Alcar Méditerranée à Montpellier. Ces filiales-là ont une activité qui consiste à faire de la prospection, du devis, traiter des marchés, développer l'image et la présence d'Alcar sur ce secteur-là, en sachant qu'ensuite tout est conçu et tout est fabriqué à Mauléon. Voilà. L'objectif c'est de réellement rapporter de l'activité à Mauléon pour continuer à développer notre outil de travail et on a recommencé à travailler à l'exportation. On vient de clôturer notre exercice au 30 juin, c'est grosso modo quand même du 15,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et quand on cumule tout ceci avec nos filiales, ça représente entre 28 à 30 millions d'euros, donc ça fait un joli chiffre et donc ça fait la nécessité d'avoir beaucoup d'activités. Voilà. Conducteur de travaux ez pentsatzen potikoentako baizik egin dela, nik egiten diat, eta gehoago eta habo emazte baduk. Geho egian erraitea sumaitaldiz gogor izaten ahalduk potikoek ilan, potiko habo beita, hortan. Mena nuk hor komendatzeko, erraiten jan gija, ez diatzat jentiek komendatzen, hekilan lanian hainuk. Hoiduk Mesia, eta hoi komprenitzen dienek zu problemaik. Ez neskatila, ala potiko, algarrekin berdiagu lanekin lanan untxajunazteko. Ordean, Alkarren azkartasuna, pentsatzen jat kalitatezko gaizak egiten tutugula. Gue logoan ezarten diagu le sens du détail. Hua maite diagu gaisa oen pusaztia detaila hartino, untxa gaisa baten urgentzeko eta kalitatezko proiektu baten jamaiteko. Klientan nibilila jarteko eta arxitektak maite dian gizae ber nibelian izateko. Kalitatezko proiektu baten jamaitia. Eta bigarren gaiza, kontseilu hun baizik ekarten jagu arxitektai proiektua salduk gabe, salduk ondotik eta geho segitzen dugulaik xantieak beti kontseilu hun
Gaizta baizik proiektuan untsaia maiteeko eta untsa urgentuik izan dadin. Badik lau urte setemez sartu nizala elkar boitan. Izigarri untsa igantutuken estajak hiu staj egin tiatzat heben. Eta harreman hunak bat tiatzat, heben gaztetutuk habosiak eta ahaltutuk ene lagunak izaten. Izigarri untsa nuka elkarrenin eta hebenko girua, Sibeuko girua behiatzen diagu. Eta gaiza bat haboki nahi nikian erran gue nausiak maiti diat gue nausien mentalitatea nahi dik lan ekarri Sibeula eta heben begiatu eta horrentako sigituko diat alkar lusaz ahaldudan. C'est pas un rêve, hein, mais c'est un espoir, c'est de pouvoir préparer là, sereinement l'avenir de l'entreprise et pouvoir non pas la transmettre, parce que dans une scope ça ne se transmet pas, c'est assurer une continuité. C'est assurer une continuité de l'entreprise dans des bonnes conditions, parce qu'effectivement je suis passionné par mon travail, j'adore ça, mais je n'ai pas l'intention de faire de rab. Ça veut dire que dès que j'aurai l'opportunité de pouvoir effectivement, même s'il me reste aujourd'hui malgré tout 8 ou 9 ans à travailler, ces 8 ou 9 ans c'est quelque chose qui passe vite. Même si mon statut de PDG de l'entreprise fait que mon poste est soumis à vote de l'ensemble des coopérateurs et que je ne sais pas si dans 3 ans, puisque je viens d'être renouvelé comme PDG, je ne sais pas si dans 3 ans je serai toujours le PDG de l'entreprise, mais bon, il n'y a pas de raison que je ne le sois pas, je crois. Donc c'est de continuer à travailler, à structurer l'entreprise, à créer de la compétence, à responsabiliser des gens pour que les créateurs et tous les gens qui ont œuvré et qui continuent à œuvrer au développement de l'entreprise puissent continuer à être fiers de l'entreprise lorsqu'on passera devant et qu'en se disant on n'y est plus, mais l'entreprise existe toujours. Et elle est toujours à Mauléon et elle marche bien. Voilà. Voilà quel est mon rêve qui, je l'espère, va se transformer en réalité. Et là, j'ai aucun doute parce qu'on a quand même des jeunes pleins d'avenir, on a des gens qui ont envie, qui ont des compétences. Et il n'y a pas de raison que l'entreprise s'arrête là, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? T'es devenu complètement fou! Mais pas du tout, Maïtena. Il s'agit là d'une sonnaille qui, chaque année, équipe les troupeaux qui partent en estive dans les plus belles montagnes de Haute-Soule. Ah oui, et visiblement, il y en a une qui est partie sans sa cloche cette année. Je crois que tu as besoin d'un éclairage sur le sujet, Maïtena. Et le reportage qui va suivre devrait répondre à toutes tes interrogations. Maiatzaren, lehenian, artzaingusiak prestatzen, ardi behik, bai barnian, haiduru dira egoiten. Maiatzaren, lehenian, artzaingusiak prestatzen, ardi behik, bai barnian, haiduru dira egoiten. Borda handien aitzinian, bata bestik alkarekin, askatasunari oihukan, bere heotx gusiekin. Txolonkon, txolonkon, txalaka, 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 zintzariekin. D'Esquiou la Lichance, de Lichance à Pichta à Laro, nous avons suivi le troupeau de Jean-Yves Murculiat et Arnaud Iratzabal, tous deux passionnés par la tradition sonaillère. Alors notre plaisir, c'est de mettre les cloches. On se les prête entre nous pour faire du bruit. Ah ben nous, on considère de la musique, d'autres que du bruit. Tu prends comme tu veux. Ce qu'on veut, nous, c'est le plaisir de les entendre, de les faire claquer dans les villages et d'entraîner le troupeau avec. C'est un investissement assez récent, enfin 25-30 ans. Après, il y a des cloches qui sont depuis plusieurs... certaines comme celle-là, elles vont au moins... Elle est du siècle
avant ou plus vieille encore. Ça, c'est une vieille cloche qui a été fabriquée à Lic. Et la fabrique de Lic, je ne sais pas si... On ne sait pas du tout à quelle année ça s'est... C'était bien avant les années 1900, que j'ai vu une maison où il y avait une cloche de 1736. Alors c'était des cloches, les rondes, une tôle un peu fine. Bon, celle-là elle est un peu vieille, elle a perdu un peu le son, mais ça nous fait plaisir de la mettre quand même. Et la tincerade sous le tin, c'était donc 17 joies comme ça. Les clarines très claires là, et 3 cuche-culottes comme ça en sous le tin, on appelle ça le cuche-culotte. Et en dessous, c'était la tincerade sous le tin, c'était ça. Et il paraît dans les siècles antérieurs, c'était une dot. Je ne suis pas tombé au bon moment, mais bon. Ils avaient les béliers castrés qu'ils appelaient, à Chouyahayak. C'était des agneaux castrés et qui tuaient au bout de 3 ou 4 ans. Et ces agneaux servaient à faire la laine et la viande. Et tous les lundis de Pentecôte, ils sortaient leur tincerade, ils faisaient le tour du village pour animer le village, avec la tincerade et ces béliers castrés là. On a une fabrique dans le département, c'est Naï, qui lui fait toujours la résistance, continue à la faire, qui a commencé à faire justement cette série de sous le tin là, à la demande de certains bergers sous le tin. Moi de Naï, j'ai la 2, 3, 4, 5 et 6. Pour ma part, celles qui sont bien, les cornes bien décollées, bien palettes comme on dit. Je mets les rondes et des meneuses qui ont les cornes un peu serrées, je leur mets des longues. Et les plus vieilles comme ça qui tiennent toujours à tenir leur place devant, je leur mets des petites, justement des chinchas comme j'appelle, pour varier la musique. Voilà. Alors on essaye de varier les brebis avec les cloches pour voir. Ben oui, si on peut, enfin, j'essaie 2 ou 3 rondes devant avec 2 ou 3 longues. Mais après, bon, ça dépend de leur motivation aussi. Alors. Et oui, voilà. Alors c'est énormément de boulot, de la fatigue, mais c'est toujours la passion. Un vieux me racontait une fois, j'étais avec le coffre plein de cloches, et il me disait, mais qu'est-ce que tu fous avec tout ça? Alors que ici les voisins, ils démarrent 1h de l'après-midi, à 5h, ils sont de retour à la maison et ils ont les brebis à la montagne, alors que toi il te faut 2 jours. Alors voilà la différence entre, comment dire, garder la tradition et... Bisi bisia, bide shushenak, hartzen dutie ashmuekin, bortu gagneko, baska goshua, shenditzen tie hulunin. Bisi bisia, bide shushenak, hartzen dutie ashmuekin, bortu gagneko. Bon, ben, ça a été, après c'était quand même assez long, arriver à l'Aro, bon, la dernière montée est assez rude, voilà, c'était assez compliqué même pour les brebis, elles commencent à en avoir assez. Donc après on s'est organisé avec bon, toujours certaines devant et d'autres derrière pour assurer quand même la sécurité. Et après on s'était mis à 3 ou 4 sur les côtés pour après voilà, les pousser sur un bord et comme ça ça permet aux voitures de passer, bien sûr l'une après l'autre. C'est un peu les copains, la ferme aussi. Bon, on avait quelques cloches, pas grand chose. Plus avec les copains, voilà. Lui il a acheté cette cloche, ah ouais c'est pas mal. Et puis pareil j'achète la même. Et puis après ça devient un peu la surenchère des fois. Bon, c'est une passion. Qui ne compte pas, heureusement qu'on ne compte pas dans ces conditions-là. Non. Voilà, c'est plus de la joie que de l'orgueil. Certains diront peut-être que c'est de l'orgueil, je ne sais pas. Nous, moi, je ne le sens pas comme ça. Voilà, c'est une tradition, c'est plus une tradition à faire vivre qu'autre chose. Eh bien, matinée impeccable, on a eu de la chance avec le temps. On n'a pas de pluie et tout à l'heure, en arrivant à la Rose, ça commençait bien à chauffer là, mais on a le ciel qui se couvre, on en attend avec nous là. C'est impeccable. Il ne fait pas trop chaud pour les bêtes et voilà. Shenditzen tie hulunin, hortako zutugu ikusten,
Presani gaiten, txakurekin, bere pasazia markatzen, segur mila manerekin. Txolonkon, txolonkon, txalaka, 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 zintzariekin. Bon, mais ouais, joli tutuk. Dans la rasquenie là, ouais. Ouais. Maar kan je misschien wat kunnen zeggen? Ah, déjà, kunt je? Wat kijk je dus? Yes. Bon. Ordine bij. Hier nu joue tennis. De Mbaka. Et dat is te gat. Hij moest tegen een kosten. Ah, d'accord. Bon, bon. Du camarade. Et maintenant, Maïtena? Petit moment d'évasion. Pariseko kabernetan gerla irabazirik, eben gira ornaturik manako zelaietan. Gu bezain asto dirade Germaniako gaztik, generalak aldiz direlarik mise surietan. Hiru urte hüian laster, unat heltu girela, iferniaren bortala edo erdien hila. Sei eskualdun batu dira beti ber kumpainian. Lehenago gynin algarekin kantatzeko gogua. Vous avez reconnu ce beau village sous le terre? Non? Loïc? Il s'agit de l'Arro, bien entendu. Agur bat bewa dugu, kantatzen nahi edatu, hona jintzi den horroer, pastoala historia kontatu. Ce chant, magistralement interprété, nous amène directement à Sogis-Troisville, où nous allons découvrir les codes et les origines de la pastorale. D'où vient et où va la pastorale sous le Thyn? Rencontre avec l'auteur et les régentes de la pastorale 2015 consacrée à Pierre Lande, à l'Apathie de Sogis. C'est dans cette maison forte du XIIIe siècle et ancienne abbaye laïque, la même où vécut le sujet, que vit aujourd'hui l'auteur de la pastorale. Apathia, Merci beaucoup. la maison de Pierre Lande, La grande maison de Pierre Lande. le sujet de la pastorale 2015. Une maison magnifique. La pastorale, d'où vient-elle? Elle semble venir des mystères du Moyen-Âge, qui était un théâtre populaire initié par l'Église et qui avait comme une fonction sociale, bien sûr, mais aussi religieuse. Et donc, à l'origine, les mystères du Moyen-Âge étaient uniquement dédiés à mettre en scène la passion du Christ. Et puis petit à petit, ces scènes sont sorties de l'église elle-même, sont allées sur la place du village et les textes sont devenus de plus en plus profanes jusqu'à ce que même ils deviennent un peu grivois et que l'église en prenne ombrage. Ainsi, le Parlement, à la fin du XVIe, va interdire les mystères du Moyen-Âge, sauf qu'en Soule, on ne se sentait pas tenu par les interdictions du roi de France. Autrefois, les régentes de pastorale s'appelaient l'instituteur de pastorale. Jean-Pierre, l'instituteur de pastorale, les régentes d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets derrière le mot pastoral?
Pastoral, bon, maintenant on emploie le mot pastoral, mais comme j'ai côtoyé pas mal Aïta Younes Kazanave qui en a écrit pas mal de pastoral, il me disait toujours que ça se disait tragédie. Ouais. Il nous disait c'est tragéria. Il employait plutôt ce mot tragédie que pastoral. Que pastoral, oui. Voilà. Jean-Pierre, tu en es à ta 14e pastorale en tant qu'érégente. Quel est le rôle de l'érégente? Le premier rôle le plus important, c'est de mettre sur scène ce que l'auteur, et cette année ce que toi tu as écrit, mettre sur scène, avec les codes qui sont appropriés à la pastorale. Est-ce que ce rôle est important socialement? Pour moi, je le dis souvent, le rôle le plus important dans une pastorale, c'est le rôle social. C'est ce qu'on vit. Bien sûr, on est là pour perdurer la culture, la langue et tout ça, les danses et tout ça. Mais la priorité pour moi, c'est le rôle social. C'est-à-dire que les gens qui viennent jouer cette pastorale prennent plaisir, se retrouvent et passent un bon moment pendant 6-7 mois. Pour moi, c'est la priorité. Tous les sultans savent que toute pastorale est un épisode de la lutte entre le bien contre le mal, entre Dieu, qui est servi par les chrétiens, et Satan, qui est servi par les Turcs. Oui, les Turcs. Alors, ce mot turc, pourquoi les gens, les ennemis des chrétiens s'appellent toujours les Turcs dans une pastorale? Au XIe siècle, les Turcs s'installent à Constantinople et ils vont étendre leur domination jusqu'à Venise, Vienne, l'Italie et bien sûr les côtes françaises. Et étendant avec eux beaucoup de frayeurs, de brigandage, si bien que l'imagination populaire va vite être marquée par ces Turcs. C'est des gens qui effectivement effrayés, et cet effroi durera jusqu'à la fin de l'Empire ottoman. Et à ce moment-là, les Turcs devinrent plutôt des objets de curiosité, des sujets de curiosité, comme on le voit dans Le bourgeois gentilhomme de Molière, par exemple. Ce qui est aussi peut-être intéressant à noter, c'est les titres que l'on peut voir dans le répertoire des pastorales, qui montrent combien les Turcs étaient l'ennemi des chrétiens, puisqu'on a tout simplement une pastorale qui s'appelle Mustapha le Grand Turc, qui a d'ailleurs été jouée donc, au 19e, mais aussi à Alsace en 1925. Et on a surtout une une pastorale qui a été beaucoup jouée, qui s'appelait Hélène de Constantinople. Il fallait que l'on se mobilise tous ensemble pour combattre ce qui pouvait mettre fin à une sorte de civilisation occidentale. Jean-Pierre, nula eta nun jokatzen da pastorala edo tragedía? Nula eta nun jokatzen da. Nun jokatzen da, baduzu taulada bat herri alkargoak eginik, habami metra luze, hamar largo, eta nune beita hiu borta. Borta urdina, nune kistiak sartzen beitia, urhats batxetan eta bersetak emaitez batxa eta amplekin, hoi kistien borta duzu. Eta beste gaintian baduzu borta gorria, nuntik sartzen beitia Turkak edo gastuak edo etxaiak, eta hoik sartzen dutzu makilekin, ritmo salho batetan, eta bersetak emaiten ditzie makilak ingoaztez, eta beti gastuago. Frantsesez erraiten den bezala, agresif gasto. Eta baduzu hiugeren borta bat, zeluko borta edo klergeen borta edo nuntik sartzen beitia inguiak, apesak eta peskupiak eta borta hoi zerrutxatzen duzu kantoientako sartzeko. Eta geho baduzu tauladan sahetxian, hola eskerian baduzu ifernia duzu, borta bat zabaltzen eta turk bat hiltzen delaik, satanek altxatzen dizi holas eta ifernia bat urtukitzen. Hoi turken zilua duzu, edo ifernia. Eta eskerreko bortan alde gainean, turken alde gainean baduzu debru txarra, eta debru txarra hoi duzu gasto hoien jinkua edo hoik sustatzen ditzi edo hola makilaikin aiazten hoi turken jinkua bezala duzu. Eta hiu borta hoik zerrutxatzen dutzu kantoietako sartzeko, eskuinetai eskerrektait erditik kantatzea sartzeko. Eta taulada horren aitzinean baduzu eskeleri bat, eta satanak pastuala halagizizki bat duitelaik, eskelengo baxitan dutzu satan erien maitea, edo bestelan pastuala heltzen delaik,
aizaliko tauladan goa plantatzea horretut, jenten artetik eske lehengoa. Eta hola jokatzen duzu pastoral bat. Au cours des siècles de pastorale, on a observé un certain nombre de cycles concernant les thèmes de la pastorale. On a eu un cycle religieux où on racontait l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les vies des saints. On a eu aussi toute une période, un cycle de chansons de gestes. On a eu également des histoires imaginaires et également, on pourrait dire, les traditions historiques. Aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, dans quel cycle la pastorale sultine est-elle entrée? Je pense qu'on est entré dans un cycle où les gens sont demandeurs que de l'histoire du Pays Basque, les faits et surtout les gens, ceux qui ont joué un rôle très important dans l'histoire du Pays Basque. Avant c'était dans l'histoire, dans la religion, dans la Bible ou comme ça, mais maintenant les gens sont demandeurs de ces faits du Pays Basque. Voilà, on resserre finalement sur l'identité basque, sur l'appartenance au peuple basque, à cette culture, à ce peuple. Et donc, peut-être une dernière question, est-ce que tu penses que la pastorale a encore une très longue vie devant elle? Oui, je pense. Oui. Tant que les gens vont perdurer la culture, vont garder la langue, il y aura des gens pour défendre notre culture, il y aura toujours des pastorales. Tu connais Ceylan, Loïc? Attends, c'est pas une marque de thé, ça? Mais non, il s'agit de l'ancien nom de la République du Sri Lanka. Petit pays situé au cœur de l'océan Indien que deux Souletais sympathiques ont découvert récemment. Shivero Telebista est parti à leur rencontre afin qu'ils nous parlent de leur belle aventure. Michel Pompeia, alors vous venez de faire un petit trip là dans l'océan Indien, au Sri Lanka. Sri Lanka, quelle drôle d'idée. Qu'est-ce qui vous a pris? D'où est venue cette idée? De qui? D'où est venue l'idée? L'idée est venue de Pompey aussi, puisque monsieur est un grand voyageur et donc moi aussi un petit peu. Et puis maintenant j'aime bien voyager, avoir un peu un pied-à-terre des fois en arrivant là-bas, comme on vieillit un peu. Et donc voilà, une ancienne copine de New York est installée là-bas avec son mari et son enfant. Donc, et puis voilà. Donc vous étiez hébergé chez elle? C'est parti. Et on est parti là-bas, donc, et voilà, on avait un petit pied-à-terre, et grâce à elle, donc après, on a loué un petit scooter pendant 2 mois, et on a fait 2800 km en scooter, à tous les deux dessus, avec le sac à dos. 2 sur un scooter, 2800 km. Magnifique. Ah, sympa quand même. Après une sciatique en plus. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. C'est de votre âge, ça? Bon, on est jeune dans notre tête. Voilà, c'est le principal, ouais. D'accord. Donc vous avez fait plein de rencontres, je suppose, alors? Oui, tout à fait, ouais. Et puis Pompey est un grand photographe, donc il nous a fait des milliers de photos. Ah bon, on va regarder ça alors, hein. D'accord? Ah, tout à fait. Ok. Bah voilà, donc des très belles photos que Pompey nous a fait. Ah, c'est sympa. Oula, il y a des serpents là. Ah bah oui, forcément. C'est le pays du serpent, le Sri Lanka, non? T'as dû t'éclater, non, là-bas, hein? Il y en a pas mal, Ah ouais, ok. Ouais. Et alors, celle-là, par exemple, là, c'est toi qui charmes le serpent ou... Oui. À la place du charmeur, oui. Ah d'accord. J'ai fait son travail. Ah ouais. Et tu vas pas piquer son boulot quand même? Un petit peu, oui. Ah ouais. J'ai fait le spectacle. Ah bon. Vous êtes restés amis? Oui. Ouais. Bon, mais très bien, ouais. Ah mais il y a des belles bêtes, hein. Ah ouais, et t'as vu quoi comme type de serpent là? C'est des trucs que tu connaissais tout? Non, je connaissais pas tout. Il y a tellement de variétés, mais j'en connaissais pas mal quand même. Tous les dangereux, ils connaissent. Les dangereux, je connais. Ouais. Après le reste. Bon. Il vaut mieux les connaître, les dangereux. Hein? Ouais. Hein? C'est les plus connus, quoi. Ah bon, d'accord. Mais il faut se méfier. On a été faire une marche dans la jungle une fois, donc, et on avait un petit guide très jeune, il devait avoir 20-25 ans. Ouais, une vingtaine d'années. Ouais. Bah déjà, anecdote, on est arrivés tous les deux, on était en short, en tongs, et donc
On a fait 15 mètres dans la jungle et donc il nous a dit en fait ça fait 7 ans que je travaille dans la jungle et j'ai jamais vu 2 zigotos comme vous arriver habillés comme ça. D'habitude ils sont tous avec des pantalons, des chaussettes. Des chaussures de montagne. Et en fait au bout de 5 minutes de marche il nous a trouvé une vipère. C'était une vipère. Donc il a pas compris quand Pompey l'a pris à la main, l'a attrapé. Ah oui, d'accord, oui, je comprends. Ouais. En fait, il voulait presque vous impressionner avec le serpent, et puis c'est Pompey qui a impressionné le gars. Ouais, ouais, ben c'est logique. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ouais. Et ensuite, Pompey nous a fait une petite démonstration avec une grosse couleuvre qu'on avait attrapée la veille, la nuit. Ah, d'accord. Que j'avais gardé pour faire des photos. Ah, mais c'est celle-là, non? Ouais. Voilà, c'est celle-là. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah ouais, effectivement, oui. Très belle. Et on voit tous les gens qui sont autour de nous, ils sont au moins à 5-6 mètres. Ah oui. Donc les gens là-bas, malgré qu'il y ait beaucoup de serpents, ils sont pas habitués. C'est une image qu'on a. Ils sont habitués, mais ils ont très peur, parce qu'ils savent ce qu'ils risquent. D'accord, ouais. Et ils n'y touchent pas, quoi. Ils ne touchent pas aux animaux en général. Les singes, tout ça, ah oui, d'accord. Ah oui, il y a un singe là aussi. D'accord. Ah, il y a des éléphants aussi. Ah oui, c'est puis des éléphants. Il y a des éléphants. Il y en a pas mal. Ouais. Ah ouais. Il y en a dans les parcs, il y en a dans les endroits sauvages. Ah ouais, mais celui-là, là, avec le bus, là, en fait, c'est dangereux, ça. Ah, celui-là, en fait, on est arrivé... Vas-y, raconte, Pompey. Ouais, on est arrivé en scooter, on traversait un parc, il y a une route qui traversait le parc, et ça faisait un moment qu'on voyait des crottes sèches sur le bord de la route. Je me disais, putain, on va pas avoir la chance d'en voir un. Des grosses crottes, quand même, je pense. Ouais, mais elles étaient sèches, c'était des vieilles. Ouais. Et puis on voyait des panneaux aussi, avec un gros éléphant, un petit éléphant derrière, de faire attention, quoi. Et puis à un moment, à 100 mètres, qu'est-ce qu'on voit au milieu de la route? Un gros nez d'éléphant. Ah oui, d'accord. À l'ombre. Alors on arrête le scooter, tout ça, je me dis, bon, faire quand même gaffe, parce que ça court assez vite, quand même 40 km/h. Et puis il te lâche pas, quoi. C'est des sauvages, quoi. C'est des sauvages. Ah ouais, c'est des sauvages. Et donc on a garé le scooter et puis on s'est approché doucement. Puis au bout d'un moment, on a vu une voiture arriver, qui s'est arrêtée à côté, à portée de l'éléphant, qui lui donnait à manger, du pain, des bananes et tout ça. On s'est dit, bon, celui-là, il a l'habitude. On s'est approché petit à petit. Après, il y a un bus qui est arrivé, l'autre, il est rentré la trompe dans le bus. Ah, ben c'est la photo du bus, là. Voilà. Ah, d'accord, ouais. Ok. Et des melons, des bananes, du pain. Ben, c'est un animal sacré là-bas, donc il leur donne comme des offrandes, quoi. Il leur donne des pains entiers, des régimes de bananes entiers. Qui viennent d'acheter au marché en plus les gens, et pourtant ils sont pauvres. Une solution de facilité, c'est-à-dire je reste sur la route. Ils attendent que ça passe. Quoi. Et je mange. C'était un vieil éléphant, ouais. Il avait bien dû comprendre qu'il y avait le casse-croûte là au bord de la route, donc il s'installait à l'ombre sous un chêne et puis... ils ont peur des serpents mais pas forcément des éléphants. Non, parce que celui-là, ils le connaissent, hein, les gens. Ah oui, d'accord, il est connu. Mais je vois aussi que c'est quoi là, ces pêcheurs là, vous avez pêché avec eux? Oui, on a passé on a mangé du bon poisson, oui. Ah oui, poisson frais là. Ah, il y a du poisson là, il y a des sacrés poissons, oui. Et en fait, on aidait les pêcheurs tous les matins. Pompey se lève plus tôt que moi, donc il allait le premier, moi j'y allais en suivant. Et voilà, tirer le filet pendant 3-4 heures, hein, ça durait à peu près. Ah oui, mais je vois, c'est physique là, on les voit. Ensuite, voilà, ils nous faisaient des cadeaux, ils nous donnaient du poisson. Et donc, moi en tant que cuisinier, j'allais dans le petit hôtel où c'est qu'on était. Et, la terre première, quoi. Je rentrais dans la cuisine et ils me laissaient faire, les patrons de l'hôtel. Ils te laissaient la cuisine. Il leur a fait découvrir la friture d'éperlan. Ah d'accord, parce que tu leur as appris des recettes. Les petits poissons, les éperlans, qu'on appelle nous, eux ils les pêchent et ils les font sécher. Ah d'accord, ah oui, ok. Et lui il dit non, chez nous on mange comme ça, alors, dans la farine et tout, grillé. Avec les épices de là-bas en plus. Les épices, alors, il a amené le plat, il l'a posé sur la table, et tous les sous-montés étaient là. Et ils commençaient à prendre le poisson, ils enlevaient la tête et tu dis non, il faut tout manger. Il faut tout manger. Après ils ont tout mangé, il restait plus rien, ils avaient tout mangé, ils n'avaient jamais mangé ça. T'as donné des cours de cuisine quoi. Ouais. Ah ouais. Enfin oui. Plus ou moins. Ouais. Non, bon, c'est pas. Avec les conseils. Les conseils, ouais. C'est sûr. Ah, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Ah, tiens. C'est quoi là, toutes ces bouteilles là, le gars avec ses bouteilles là oui, ça c'est... Ah voilà, oui, ça c'est le guérisseur. Guérisseur et chasseur de serpents, quoi. Ah, c'est une personne qu'on appelle quand on a besoin de lui, dans les plantations de thé, quand il y a des cobras et tout ça. On lui téléphone, il vient les chercher, il les récupère, il les garde un peu à la maison. Les gens passent pour leur faire voir tout ça, et après il les relâche dans un parc. Ah d'accord. En fait, il éduque les gens, il habite dans un tout petit village, et il éduque les gens un peu tout autour de son village et dans les petites villes à côté, à venir visiter sa ferme, et donc il explique tous les serpents. Donc ceux-là, ils ne sont pas dangereux, donc il vous les met
autour de l'oreille. Autour du cou. Le jour où on y a été, il y avait une famille française d'ailleurs. Hein, c'était des Français avec 3 petits-enfants donc. Et quand ils sont arrivés, les 5 avaient très peur. Et quand ils sont partis, il y en avait 3 qui avaient plus peur, c'était les enfants, les parents avaient toujours aussi peur. Ça, il fallait bien s'en douter, ouais. Ah d'accord, donc beaucoup de rencontres sympas. Ah, celle-là, là, est sympa, là, avec tous ces enfants-là. Qu'est-ce que tu fais avec les enfants? Ben en fait, avant de partir au Sri Lanka, j'avais pensé que j'avais appris quelques petits tours de magie. Je m'étais dit que c'était un bon moyen de communication. Bah ouais. Donc voilà, avec les enfants, là, un petit tour de magie comme ça, pour leur faire voir, voilà, le petit foulard qui disparaît comme ça. On le met dans le petit puits comme ça. Et voilà, et après il va y avoir un petit souffle magique. Ouais, souffle magique. Le petit souffle magique. Ah, c'est bon, le souffle magique. Et voilà, ah ouais. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Alors, chapeau, hein. Chapeau. Et avec ça, donc, tu arrivais à communiquer. Mais il parlait quoi là-bas? Anglais. Ah, en anglais. Ah oui, d'accord. Anglais, oui, difficilement, mais ça allait. On arrivait à se faire comprendre. On arrive à se faire comprendre, ouais. C'est difficile, oui. D'accord, ouais. Et là-bas, il n'y a pas de magicien alors? Ben, y a pas des chamans peut-être, mais des magiciens, non, je crois pas. Il y a les brours. Les brours, c'est quoi ça? Les brours, la sorcière. Ah bon? Vous avez vu une sorcière? Charguigne. Oui. Ah. Oui. Sur cette photo-là, sur la photo là, dans la roulotte là, dans la roulotte là. Ah ouais, dans la roulotte, ouais. Ça c'est les vrais, ça c'est les vrais gitans là qui se promènent dans tout le Sri Lanka. Ah d'accord. Des nomades. Des nomades. Qui se déplacent. Donc eux aussi ils ont leur rhum quoi, on va dire, leurs gitans, c'est leurs gitans locaux. Ah ouais. D'accord, ouais. Ah ouais. Mais les gitans au départ viennent d'Inde, donc pas loin, le Sri Lanka. Ah, elle est belle cette photo. Il y en a dans le monde entier de toute façon. Et donc vous avez rencontré ces gens-là, vous avez des échanges avec eux pas avec ces gens-là de la roulotte là, mais avec les enfants là, oui, avec ah oui, d'accord, dans plein de petits villages comme ça où on s'arrêtait, oui. D'accord, ouais. Ah ouais. Ils sont très typés là. Bah d'abord c'était le tour aux enfants et ensuite il y avait tous les parents qui venaient parce qu'ils étaient tellement curieux. Donc un très beau voyage. Prêt à repartir? Magnifique, oui. Ah bah c'est sympa. C'est pour ça qu'on est là dans la roulotte. Bon bah les gars, ouais. Il n'y a plus qu'à atteler et puis. Oups là, oh. Eh, Pompeia. Oula. C'est quoi là? Oh là, c'est quoi ce truc-là? Je m'en vais voir ça. Je m'en vais voir ça. Oula. Hop. Ça c'est pour toi. Ah ouais, j'aime pas trop ça. Michel, un peu de courage. Allez. Quoi, je dois prendre ça moi? Ça c'est pour toi, un cadeau. Un petit cadeau du Sri Lanka. Là. Voilà. Allez Michel, un peu de courage. Je suis pas très bien là. Attends. Allez. Et tu veux que je t'aide ou quoi? T'es magicien non toi? Allez. Tu vas me les faire disparaître là, j'en peux plus là. Oh putain Michel. Mais tu me l'avais jamais fait ce tour là. Bah écoute, c'est la magie. Et bien voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 4e numéro de Chibero Telebishta. Nous espérons vous retrouver très vite sur internet. Et si vous n'avez pas internet, possibilité de retrouver le journal directement sur DVD ou sur clé USB au magasin Mollet en vidéo. Et pour que l'aventure continue, nous comptons bien sûr sur votre très aimable contribution. Isa Nuncia et Tabé Rizarte.